Salut à tous, on est reparti avec Richard pour un petit blitz et là celui-ci il vaut de l'or. Pourquoi ? Parce qu'on va revenir sur les finales de conférence, donc les demi-finales qui ont vu les Chiefs et les Eagles gagner et donc qui se joueront au Super Bowl. C'est un petit peu le match d'il y a 2 ans. Donc Richard, comment tu vas ? Plein de forme, excité un peu pour ce Super Bowl, excité pour bien sûr ces Chiefs là, c'est remarquable d'arriver déjà à jouer 3 fois dans un Super Bowl d'affilée déjà, et puis 3, je crois c'est 5 sur les dernières 7 années il me semble, et puis ces Eagles qui sont passés un peu sous les radars tout au long de la saison et très solides et qui ont prouvé qu'ils étaient vraiment très très solides. Ouais, et donc du coup au final on en a parlé toute l'année. On s'est dit bon, est-ce que les Chiefs vont aller finalement jusqu'au bout ? Qui va pouvoir les battre ? Et regarde, au final, on est là. Les Chiefs sont en finale et il n'y a pas eu de surprise finalement. Il n'y a pas eu de surprise, même si je pense pour ceux qui ont vu le match, ça a été quand même serré jusqu'au bout. Hein. Bien sûr. Puis une fois de plus, c'est un peu comme l'année dernière ou l'année précédente où Mahomes fait son taf, l'attaque fait son taf, mais c'est quand même la défense qui les sort un peu du trou, surtout sur ce presque sac et passe raté bien sûr de Josh Allen. C'est la défense qui est là et on sait très bien qu'une équipe sans grande défense ne gagne pas des grands championnats. Et il semble que chaque année, Kansas City arrive à avoir des défenses de très très haut niveau pour pouvoir aller jusqu'au bout. Ouais, en fait, tu sais, ça fait un peu comme l'Allemagne à l'époque, tu sais, dans le soccer, dans le foot, on disait l'Allemagne, le foot, c'est un sport qui joue à 11, à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Tu sais, on a l'impression que c'est un peu la même chose avec les Chiefs. Hein. C'est-à-dire que, comme tu dis, ils sont peut-être pas exceptionnels en attaque, mais ils ont. En fait, on se répète un peu de tout ce qu'on a dit toute cette année, mais ils ont la bonne défense. Ils ont quand même un coach derrière qui quand même sait gérer les moments importants du match. Et voilà, ça passe. Mais par contre, c'est vrai que je dois reconnaître que les Bills ont été quand même. C'était quand même une bonne équipe en face. C'est peut-être le match le plus serré qu'on a eu des demi-finales et peut-être des quarts de finale. C'était du gros niveau. Hein. C'était peut-être l'un des plus gros matchs depuis longtemps. Hein. Ça a été une belle opposition entre les deux. Hein. Ouais, je crois avoir lu quelque part, et je n'ai pas vérifié, je crois que c'est la première fois de la saison où Kansas City met plus de 30 points, un truc comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont toujours géré au minimum, faire juste ce qu'il fallait, chaque fois on dirait, pour marquer plus de points que l'adversaire, ou les empêcher de marquer plus de points qu'eux. Mais chaque fois qu'il a fallu monter un peu en gamme, Mahomes a fait le job, parce qu'il fait quand même une première mi-temps qui est assez remarquable. Et chaque fois qu'il fallait ne pas rendre le ballon, à part ce premier fumble là, en première mi-temps où il perd le ballon, leur première mi-temps, elle est pratiquement parfaite. Quoi. C'est quand même assez remarquable à ce niveau de ne pas être blasé, d'arriver à se remotiver, avoir des joueurs qui sont vraiment prêts à jouer à leur top, ne pas attendre l'adversaire, mais plutôt leur donner exactement un peu la monnaie, un peu leur pièce. Et c'est ce qu'ils ont fait. Quoi. Ils n'ont pas permis à Buffalo de respirer. Et je pense que s'il n'y a pas ce fumble où Buffalo récupère le ballon, la facture aurait pu être plus lourde à la mi-temps. C'est vrai que je trouve que effectivement le fait que le match soit serré finalement en fin de première mi-temps, ça a peut-être ouvert un match un peu plus serré, mais tu sais, on parle de fumble, on en parlera encore beaucoup plus dans le match, dans l'autre match, l'autre opposition à NFC, mais moi je suis quand même un peu pas déçu, mais j'avais vraiment, alors je sais qu'on a beaucoup échangé ensemble, mais j'avais quand même un petit truc pour les Bills. Je me disais que c'était peut-être l'année pour eux. Ils avaient quand même un Josh Allen qui était là, James Cook qui portait le ballon, qui a beaucoup aidé cette attaque en courant. C'est vrai que ça a beaucoup aidé. Une défense qui était quand même correcte, mais ça, on les connaît assez fort, les Bills. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, dans les moments, dans ce genre de match-là, ceux qu'ils perdent depuis maintenant plusieurs saisons, que ce soit McDermott ou un peu l'équipe de cette équipe des Bills, on a l'impression que la marche est souvent un poil trop haut, alors que pourtant, je les sentais bien. Hein. C'est dommage, vraiment dommage pour eux. Oui, après, Dan, il ne faut quand même pas oublier que si les Chiefs gagnent le Super Bowl, c'est quand même la seule équipe qui a pu faire ça dans l'histoire de la NFL. Donc, ils ont quand même, ils tombent dans une mauvaise, c'est comme un joueur de tennis ou qui tombe avec dans la même année ou la même décennie que Federer, Nadal et
Et Djokovic, le gars, il aurait peut-être été champion du monde, mais malheureusement, il est meilleur que lui. Et je pense que là, cette équipe des Chiefs, ça fait partie des équipes, peut-être les plus grandes équipes qui aient jamais joué dans l'histoire de la NFL. Pourtant, il y en a eu des grandes, hein, les 49ers, les Patriots, les Cowboys, les Steelers. Mais là, on arrive à un niveau de jeu qui est assez exceptionnel, un niveau de coaching, un niveau de jeu, un niveau d'efficacité qui est assez exceptionnel. Et ces pauvres Bills, malheureusement, je n'ose pas dire que la marche est trop haute, parce que oui, elle l'était, mais je suis surtout les Chiefs qui sont trop forts. Et c'est dommage pour une génération de joueurs qui auraient pu être, qui pourraient avoir deux bagues sur leurs mains de Super Bowl et qui, malheureusement, à cause des Chiefs, n'en auront pas. C'est vrai que tu as parfaitement raison. C'est vrai qu'effectivement, je pense qu'ils énervent un peu tout le monde, les Chiefs, parce que justement, tu sais, ce genre d'équipe qui domine, qui semble imbattable. Enfin, imbattable dans le sens, tu sais, que sans être exceptionnel, ils arrivent à gagner. Et c'est un peu comme tu parlais des Federer et compagnie, c'était un peu aussi leur grande force, c'est que dans un mauvais jour, ils arrivaient quand même à gagner, tu sais. Et là, c'est pareil. C'est vrai que cette année, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. Je n'ai pas trouvé que c'était la meilleure année de Mahomes. Je n'ai pas trouvé que c'était la meilleure année de Kelsey. Victoire, je crois, sur la saison, 3 défaites ou 15-2, je ne sais pas exactement quel est leur je crois que c'est 14-3, ouais. Voilà, 14-3, 14-3, il y a des équipes, je vais pas beaucoup, mais 14-3, c'est le rêve de n'importe quel coach, quoi. Hein. Et aujourd'hui, pour les Chiefs, on parle que de pouvoir gagner ce Super Bowl 3 fois d'affilée. On oublie que les gars, ils gagnent quand même 14 matchs à la saison depuis 2-3 ans. Et chaque fois, en trouvant les clés des équipes adverses, on se doute bien que les équipes s'y préparent, et ils trouvent un peu les clés à faire juste ce qu'il faut pour arriver à battre ces équipes-là. Parce que ces Bills n'avaient pas beaucoup de défaillances dans leur équipe. Hein. C'était solide, un super quarterback qui a fini deuxième quand même dans le vote du MVP de la saison, qui a quand même réduit ce nombre d'erreurs au maximum. C'est un gars qui peut être MVP dans n'importe quelle autre saison, quoi. Hein. Et qui est battu par Jackson, mais une défense qui joue le feu, des receveurs, des running backs, ils avaient tout ce qu'il fallait. Mais dans ces grands matchs comme ça, c'est vraiment une action qui fait que une équipe s'en sort. Et il semble que Kansas City, ils ont fait ça toute la saison. Ils ont fait l'action de plus qui leur a permis de gagner. Et justement, toi, est-ce que si on devait imaginer un scénario possible pour les battre sur ce match-là, toi, finalement, ça se joue sur quoi, ce match face aux Bills? Le fait qu'effectivement, comme tu dis, ils ont cette action de plus, ce moment de plus, ce momentum de plus qui fait qu'au final, ils arrivent à... Parce que tu sais, il y a cette fameuse dernière passe que le tight end laisse dropper des Bills, et on a l'impression que, tu vois, c'est vraiment sur un petit détail que ça s'est joué plus qu'autre chose, mais pour autant, quand tu regardes finalement, tu te dis, mais est-ce que la marche paraissait encore trop longue, tu vois, malgré tout. Est-ce qu'après cette action-là, ils auraient, malgré s'ils avaient mis le field goal, est-ce qu'ils auraient pu tenir? J'arrive pas très bien à savoir comment on peut les battre, ces Chiefs, dans des moments si forts. Hein. Après, bon, le match ne se joue pas qu'à cette dernière passe. Puis c'est vrai que c'était la dernière fois que les Bills avaient le ballon. N'oublions pas quand même que les Chiefs, je crois que les arrêtent 3 fois, au moins 2 fois, peut-être même 3 fois, sur des 4e downs, sur des quarterbacks sneak. Les quarterbacks sneak, Josh Allen, il a marqué je ne sais pas combien de touchdowns pendant la saison. Je pense qu'il était à 8 sur 9 ou à 9 sur 10 de quarterbacks sneak sur les 4e downs marqués. Là, les Chiefs font arrêter 3 fois ou 2 fois sur les 4e downs. Ça coûte, hein. C'est une décision du coach. Alors, c'est vrai que des fois, ils n'ont pas le choix. Hein. Sur la ligne de 12 yards, il faut marquer des points, ils le font. Mais il est pratique. Je ne sais pas s'il a eu un 4e down, Josh Allen, sur ce match-là. Et je pense que c'est sur ça que ça se joue. Hein. Sur la défense des Chiefs, pourtant pas réputée pour être la super défense contre la course, qui a su, à ce moment donné, les arrêter au bon moment, si bien qu'à la fin, ils étaient un peu sur une dernière action, 4e down et 10 ou 12 yards, avec une passe un peu désespérée, et même sur la dernière action, l'action défensive où ils font venir le safety ou le cornerback pour mettre le blitz sur le quarterback, mais il faut le faire, quoi. Hein. Il faut vraiment que le coach décide de faire l'action auquel les Bills s'attendaient le moins. Et quand on écoute Josh Allen parler de l'action, il a vu un peu la défense qui shiftait vers la gauche. Et en aucun cas, tout au long de la saison, les Chiefs avaient fait cette tactique-là. C'est-à-dire qu'avec une défense qui allait vers la gauche, c'est-à-dire qu'ils mettaient un peu la force de la défense sur la gauche, en général, on blitz toujours quelqu'un de l'autre côté.
Et là, en fait, donc, il a mis sa force sur la gauche. Les linemen des Bills, automatiquement, rajoutent un joueur pour défendre, pour protéger le quarterback. Et le gars, il y a un joueur de plus qui arrive sur la ligne. C'est génial. C'est génial d'arriver après une saison où il y a eu quand même 17 matchs, plus 2 matchs de play-off. On compte environ 40 tactiques à l'attaque et 40 tactiques en défense par match, et grosso modo. Donc, ça veut dire plus de 600 tactiques. Et là, sur le 4e down, avec 1 minute qui restait dans le match, et il fait cette tactique, Vic Fangio. Bon, c'est un peu, c'est un peu technique ce que je veux dire, mais Spagnuolo, c'est un peu technique ce que je dis, mais c'est exceptionnel. C'est vraiment avoir la confiance dans tes joueurs et savoir qu'il fallait faire quelque chose que les Bills n'avaient pas vu pour pouvoir les arrêter. Et ils ont fait ce qu'il fallait. Bah justement, c'était un des, je sais plus c'était qui là, un journaliste effectivement américain qui mettait en avant cette action-là en disant incroyable, Spagnuolo, sûrement l'un des defense coordinateurs les plus sous-cotés de la ligue finalement, parce qu'on parle pas souvent de lui. Et justement, il pousse un peu comme une espèce, il disait en fait dans les termes en anglais, une espèce de Hail Mary passe en fait, c'est-à-dire qu'il a été obligé de balancer et voilà, et on va voir qui est comme ça, tu vois, c'était un peu comme une espèce de Ave Maria comme disait Georges Eddy à l'époque. Et c'est incroyable parce que comme tu le dis, on la voit pas venir cette action-là. Et qui pense que sur cette action-là ils vont faire ça, tu vois, parce que ça peut payer et comme ils peuvent se faire ouvrir derrière parce qu'il a quand même beaucoup de moins de gens en couverture au final. Complètement. De toute façon, qu'est-ce qu'il protégeait? Il protégeait un rush de Josh Allen. Hein. À partir du moment où le quarterback sort de sa poche de protection, on sait que les receveurs vont downfield, donc tu n'as plus trop de safety ni rien qui reste là. Bon, Josh Allen aurait fait ses 4 ou 5 yards pour aller jusqu'au bout, quoi. Donc il met la pression pour attraper Josh Allen. Et Josh Allen est obligé de jeter le ballon parce que c'est un 4e down, donc c'était la fin du match. Bon, il a failli en plus se sauver, c'est-à-dire que le tight end, on peut presque, je ne veux pas dire qu'on va accuser le tight end de ne pas attraper le ballon, mais Kincaid, peut-être que 4 fois sur 5, il attrape ce ballon, ou un autre tight end peut-être l'aurait attrapé. Donc, c'est vraiment, ça tient à très peu de choses, mais je pense que c'est Spagnuolo. N'oublions pas quand même que Spagnuolo, sur les 6 ans depuis qu'il est aux Chiefs, 5 fois ils sont dans le Super Bowl quand même, les Chiefs. Hein. Donc, bon, même si c'est vrai qu'on entend moins parler de lui que d'autres, et il semble que chaque fois qu'on arrive dans la phase finale, c'est toujours le nom de Spagnuolo qui ressort, et on se demande s'il va prendre un poste de head coach quelque part l'année suivante, mais il a l'air très bien où il est. En même temps, il prend une bague. Il prend une bague tous les ans. Qu'est-ce qu'il veut qu'il aille s'embêter à faire le coach offensif? Et moi, tu sais, j'ai l'impression vraiment voilà, que moi, je trouve que depuis l'année dernière, Spagnuolo, il a passé un cap encore beaucoup plus important parce que depuis l'année dernière, la défense, c'est quand même celle je trouve, qui porte l'équipe sur les gros matchs en tout cas. Même si effectivement il y a toujours Mahomes, il y a toujours Kelsey, il y a toujours ce génie de l'attaque et Mahomes, on peut quand même reconnaître que même s'il n'est pas dans les MVP parce que statistiquement il n'avait pas les stats suffisantes pour le MVP, mais il reste quand même un joueur exceptionnel. Et en fait, j'ai l'impression qu'effectivement ils ont la science d'un match. Ils savent gérer ce qu'on appelle la science d'un match, tu sais, c'est-à-dire que t'es tranquille, tu paniques pas, tu prends les points. Hein, et c'est un peu ce qui s'est passé là finalement, parce que et même le match précédent, même s'ils ont beaucoup plus dominé les Texans, franchement ils sont voilà. On va parler après du Super Bowl, mais je trouve que putain ils sont pas aussi criants que les Lions pouvaient l'être, tu sais, où là on disait que c'était spectaculaire, incroyable ou quoi que ce soit. Mais pour autant, je trouve que c'est une performance de haut niveau. Et je sais qu'il y avait un autre journaliste là qui disait que justement ce match-là, c'était Jason Cole, un sélecteur au Hall of Fame, qui disait justement que c'était l'un de ses 5 meilleurs matchs qu'il ait vu de sa carrière. Donc ça vaut ce que ça vaut, mais le niveau tactique de ce match-là, c'était du très haut niveau, vraiment du très très haut niveau. Ah, c'est bien sûr. Et puis quand un match comme ça se joue sur la dernière action, ou l'avant-dernière action, je veux dire sur la dernière possession de balle, c'est phénoménal. Mais c'est sûr que et puis cette défense, c'est un peu ce qu'on appelle ces no-name defense, tu vois, qui sont pas basés sur un joueur, comme un Nick Bosa ou un TJ Watt ou Henrickson, tu vois, des joueurs qui vraiment sont un peu le cœur de la défense. Et il est difficile, à part Chris Jones, de sortir un nom de cette défense des Kansas City. Il semble que tout le monde amène un peu sa pierre à l'édifice
et qui a un mouvement collectif, une force collective qui est phénoménale. Et là aussi, je pense que Spagnuolo a l'art de pouvoir chaque match faire sortir un nouveau joueur, peut-être auquel les équipes s'y préparent moins, parce que vous vous doutez que pendant la semaine où on prépare un match, on essaie bien sûr de couvrir un peu ou d'attraper les joueurs qui sont les meilleurs. Vous avez un grand quarterback contre vous, on va tout faire pour arrêter ce quarterback. Quand je joue contre Josh Allen ou Mahomes, vous êtes sûr qu'il y a un linebacker qui n'est là que pour surveiller que Josh Allen ou Mahomes ne gagnent pas 70-80 yards par match. Et là, il semble que pour une équipe comme les équipes qui jouent contre les Chiefs, mais c'est très difficile de pouvoir se dire est-ce qu'on va faire une double protection sur ce linebacker-là, est-ce qu'on va coincer ce defensive back, est-ce que le safety, on va le faire remonter chaque fois pour pas qu'il soit en défense. Et donc, c'est ça qui rend un peu la force de ces Chiefs. On ne sait pas trop qui c'est qu'il faut bloquer en défense pour pouvoir les battre. Ouais, ça va être, en tout cas, bon, ils sont au rendez-vous. Je pense qu'en début d'année, on les annonçait comme les favoris. Ils ont mis longtemps avant de perdre leur premier match, il me semble. Et franchement, bah, voilà, ils y sont. Ils sont là, ils sont au Super Bowl. Et donc, bah, on passe de l'autre côté. Là, on avait une autre opposition qui était donc les Eagles face aux Commanders. Les Commanders qui avaient créé l'énorme surprise de sortir les Lions. Et en fait, il leur est arrivé ce qui est arrivé aux Lions, le match précédent, c'est la guerre des turnovers, comme on dit. Et là, pour eux, c'était trop, quoi. 3 pertes de balles, 3 fumbles, quasiment à chaque fois dans leur camp ou très proche de leur camp. Donc, toujours les Eagles qui se retrouvent dans une excellente position derrière. Et on dit souvent que la guerre des turnovers, elle est super importante. Et là, ça les a tués complètement. Alors après, il y a d'autres choses que les Eagles ont extrêmement bien fait. Parce que si on parle de défense, on doit aussi parler de celle des Eagles. Vic Fangio, tu le disais tout à l'heure, le nom, bah, il fait une super année. Et puis mon vrai MVP de l'année, Saquon Barkley, incroyable quand même. Il sort encore un match exceptionnel. En tout cas, voilà. Oui. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Très gros match aussi. Après, je ne veux pas trop le comparer au match des Lions du week-end précédent parce que il me semble que dans ce match des Lions, sans vouloir mettre bien sûr la faute sur un joueur, le quarterback Jeff Goff a fait quelques erreurs, des erreurs de passe qui n'étaient pas nécessairement causées par la défense, qui étaient simplement des erreurs de qualité de joueur, quoi. Là, quand on voit les fumbles qui sont causés par la défense des Eagles, c'est pas du hasard, quoi. C'est le coup de poing dans le ballon, c'est le plaquage avec le casque sur le ballon. C'est vraiment une défense très très agressive là aussi, qui elle aussi est passée sous les radars, mais quand même qui fait partie. C'était la meilleure défense de la NFL cette année, alors que personne ne le savait. Encore on regarde les stats, ils étaient quand même le premier contre la course, deuxième contre la passe, donc meilleure défense de l'année. Et surtout, c'est une défense qui a été très offensive, c'est-à-dire qui a été chercher les erreurs en restant sur des bases de football américain. Depuis l'âge de 5 ans, au football américain, on vous apprend toujours, quand vous plaquez, vous mettez le casque sur le ballon. Quand vous êtes en poursuite d'un joueur, vous mettez un coup de poing dans le ballon. C'est vraiment des choses que ces joueurs-là font depuis 20 ans, depuis la Pee Wee League à 5 ans, tous les années universitaires. Et là, ces gestes techniques, ils les font encore, quoi. Et c'est phénoménal. Et donc, c'est là que je dis que c'est pas vraiment le même match contre les Lions parce que cette défense des Eagles est très, très agressive et fait faire des erreurs à l'adversaire. En attaque, bien sûr, je pense qu'on peut rien dire sur Saquon Barkley, non seulement par son talent, parce que gagner, je crois qu'il était à 7,8 ou 8,4 yards après le match par portée. Mais vous imaginez, c'est presque un premier down par portée, donc ça fait phénoménal. Alors c'est vrai qu'il a des long runs qui font que ça aide, mais surtout, outre le fait que le gars il gagne beaucoup de yards, c'est qu'à partir du moment où vous avez un running back qui gagne des yards, vous êtes obligé, vous, en défense, de monter votre défense pour éviter de le faire courir. Et si vous montez votre défense et vos safety, ça veut dire que vous laissez des espaces derrière et vous avez des bons receveurs, que ce soit Brown ou je ne sais pas comment il s'appelle l'autre, là. Smith. Voilà, et Smith. Vous avez un super tight end et donc tout d'un coup, vous avez tellement de munitions. Et c'est pour ça que je trouve que cette équipe des Eagles, même si on pourrait dire que leur adversaire, c'était un peu l'histoire de Cendrillon, ils n'auraient pas dû être là, ça aurait dû être des Détroits, je pense que ça aurait été quelqu'un d'autre, c'est pareil. Et ils sont aussi bons, ils sont aussi très forts en défense qu'en attaque. Et c'est pour ça que je pense que ça va faire une très belle finale, parce que cette défense agressive fait faire des fautes à l'adversaire. Ouais, et sur ce match-là, t'as dit quelque chose de très juste, c'est-à-dire que le fait que Saquon Barkley faisait tellement de dommages
qu'en fait, ils ont quasiment mis les cornerbacks en 1 contre 1 sur les couvertures au niveau des receveurs. Et tu as vu qu'ils se sont fait aussi prendre à ce niveau-là la défense des Commanders. C'est pas forcément une question de niveau de défense, c'est aussi une question, voilà, hein, les 1v1, c'est toujours c'est qui tout double. Hein, donc, et là, on a vu quelques gros gains justement sur des passes, notamment pour AJ Brown face à Marshon Lattimore. Et en fait, c'est vrai que là, tu vois bien que à un moment donné, c'est compliqué quand tu te fais dominer au sol et que derrière, tu ouvres des espaces derrière, comme tu le disais. À un moment donné, que tu as Hurts quand même qui est pas non plus un manchot au niveau de ses passes et il a quand même des bons receveurs comme tu le disais. Voilà, ça fait que la défense a eu énormément de mal. Je parlais tout à l'heure quand je parlais de la guerre des turnovers, c'est que de toute façon quand tu perds le ballon en NFL c'est toujours difficile. Donc là, combien même c'est causé par la défense des Eagles, c'est quand même très dur derrière pour les Commanders, sachant que quand ils perdent le ballon, c'était dans leur camp. Tu perds ton ballon quand tu es dans les 10 yards adverses. L'attaque doit remonter tout le terrain quand même malgré tout. Là, c'était aussi que les Eagles se retrouvaient dans des positions ultra avantageuses pour aller en attaque et ils ont fait à chaque fois la différence. Hein. À part le premier fumble, je crois, ce qui est dans le camp des Eagles. Sinon, le reste, c'est quasiment dans leur camp. Et ils ont mené leur barque de bout en bout. Et je pense que tu as raison. La défense des Eagles, on n'en parle peut-être pas assez comme un peu celle des Chiefs. Mais Vic Fangio, tu sais, à Miami, quand il est parti, tout le monde disait qu'il était, c'était un vieux de la vieille. Tous les joueurs le détestaient, que la manière dont il coachait, c'était pas ça. Regarde, là, il arrive à Philly et la défense, elle est top. Et là, vraiment, ça va être une super opposition face aux Chiefs parce qu'on a quand même 2 équipes qui ont des grosses armes et qui sont très forts et des équipes qui ont plus des expériences au niveau des Super Bowls parce qu'ils y sont allés il y a 2 ans, les Eagles. Et je trouve que c'est aussi ce qui s'est passé face aux Commanders. Ça a été aussi une question d'expérience. Alors, le facteur domicile, t'en avais parlé. Je tiens à le préciser lors de notre dernier épisode de décembre quand on parlait des playoffs à venir. Et tu disais que l'avantage à domicile en playoff, il est quand même pas neutre. Et si tu regardes sur tous les matchs qui ont lieu pour les playoffs, je crois que c'est à part les Lions, tout le monde a gagné à domicile finalement. Tous les matchs qu'ils ont joué à domicile l'ont gagné. C'est certain, ça peut être bien sûr des fois la température, le climat, quand il y a des extrêmes avec une équipe du Sud, Miami qui va jouer à Buffalo ou à Green Bay, mais c'est surtout souvent la forme du terrain, si c'est de l'herbe ou du synthétique, qui des fois permet à des joueurs de certains talents, comme Barkley par exemple, il est 10 fois plus efficace sur du synthétique que sur de la terre, que sur de l'herbe. Il a besoin d'appui, il est très rapide, il a besoin d'accélérer très très vite, et là on l'a vu, c'est flagrant. Et pareil aussi dans leur défense, quand vous avez des cornerbacks qui doivent couvrir des receveurs, l'habitude de jouer sur un terrain très rapide synthétique, vous avez des réflexes que souvent les équipes adverses n'ont pas. Ouais, donc c'est vrai que, en tout cas, ils n'ont pas volé leur défense, leur victoire. 55 points, c'est quand même énorme. Je crois que c'est la première fois. Je crois qu'ils battent un record pour eux de points mis en playoff. Donc, c'est un match qui finalement, il y a eu peu de suspense. Il y a eu 2-3 moments où Commanders ont été peut-être à 2 drives. Donc, du coup, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Tu sais, le côté momentum en NFL, c'est quand même pas neutre. Mais voilà, c'est les Eagles qui vont. Il y a un peu moins de choses à dire parce que la confrontation était un peu plus déséquilibrée, je trouve, et par le fait que les Eagles étaient beaucoup plus forts, hein, et ça il faut quand même le reconnaître. Donc voilà, donc finalement on en vient au Super Bowl, Eagles the Chiefs. Est-ce qu'on part sur les Chiefs parce que c'est ce qu'il y a de plus logique ou là pour toi c'est beaucoup plus indécis? Ouais, je voulais juste te dire un petit mot. Oui, c'est un match de NFL. Tu attaques un match avec un certain game plan, tu vois, un plan de jeu pour essayer de tenir le ballon, pas donner à l'adversaire. Quand tu regardes les stats de Justin Fields, de Daniels, il a des bonnes stats, il ne fait pas un mauvais match. Le problème, c'est que ils ont dû sortir de leur plan de jeu. Je ne suis pas sûr que s'ils font pas, alors s'il y avait toutes ces erreurs de rendre le ballon, je pense qu'ils peuvent être dans le match parce que ils ont pu marquer quand ils ont voulu marquer, ils avaient de quoi marquer. Là aussi, ils tombent sur une équipe qui est très forte, donc qui a causé ces turnovers, mais je pense que ces Commanders, on va encore l'entendre parler dans les années qui viennent. Alors, après, bien sûr, pour le Super Bowl, il n'y a pas de doute, on tombe une fois de plus, il n'y a pas d'équipe Cendrillon, il y a les 2 meilleures équipes, les 2 meilleures attaques, les 2 meilleures distances. Alors, je ne dis pas meilleures attaques parce que c'est vrai que autant en Philadelphie, il fait partie de ces équipes dans le haut du tableau en meilleure attaque, meilleure défense, qui ont fait des gros scores, des gros matchs.
autant Kansas City, même s'ils sont très très efficaces, ils sont pas dans les comme tu disais tout à l'heure, dans les statistiques des meilleurs marqueurs, des meilleurs rushers, des meilleurs passeurs, mais ils ont fait ce qu'il fallait chaque fois. Maintenant, de ce qu'on sait, il est certain que ça va être un rôle de combat de coach défensif. À mon avis, ça va être, je pense, un match où il n'y aura pas beaucoup de points, puisque ça va être vraiment un contrôle de gagne-terrain avec des quarterbacks qui, mine de rien, ne font pas beaucoup d'erreurs. Hein, même Hurts, qui est un peu plus jeune, qui n'a pas fait une grosse saison, il ne fait pas beaucoup d'erreurs, comme il perd très peu de ballons. Mahomes, bien sûr, il en perd très peu aussi. Donc, je pense vraiment que ça va être un jeu de gagne-terrain avec des défenses qui vont être meilleures que les attaques. Et des équipes qui n'ont pas voulu prendre beaucoup de risques. Et ils prendront des risques s'ils ont besoin de prendre des risques. Il faut marquer vite des points en fin de match. Mais je pense que ça risque d'être un match assez ennuyant. On verra bien. Je me trompe peut-être, on reviendra sur ça. Tu sais, à 50 points, tu me dis, Richard, tu n'as rien compris. Mais je pense que ça va être. Parce que les équipes sont trop fortes. C'est vraiment deux équipes qui sont super fortes, quoi. Je suis d'accord. Et donc, et qui vont pas prendre de risques. Mais en fait, justement, c'est pour ça que j'ai deux questions par rapport à ce que tu viens de dire. Déjà, tu as quasiment répondu, mais je pense que c'est intéressant parce que j'ai un peu ce même feeling, c'est que je pense qu'effectivement, ça va être la guerre de la tactique défensive. En fait, c'est un peu le combat dans le match dans le match entre Spagnuolo et Vic Fangio, deux coachs très expérimentés. Et j'ai l'impression que c'est un peu, c'est toujours un peu comme ça. C'est vrai, ce que je veux dire, c'est assez bateau parce que chaque match c'est un peu toujours la même chose. Mais c'est quelle défense va réussir à faire déjouer le mieux l'attaque offensive. Donc, et à ce niveau-là, toi, tu penses que qui te semble être le plus, alors c'est très spéculatif ce que je te demande, mais qui te semblera être le plus armé comme ça défensivement pour essayer de faire déjouer parce que finalement, ce que proposent les Eagles, c'est un peu mieux, plus complet que ce que proposaient les Bills en attaque. Parce que je pense que quand même Barkley est plus fort que Cook, mais sinon c'est un peu le même type d'attaque si tu regardes bien, hein, avec même si Allen je le mais quand même à un niveau au-dessus, j'ai quand même arrêté de faire les fous. Allen c'est quand même un excellent quarterback et sûrement au-dessus que Hurts, mais tu vois je les compare un petit peu ces deux attaques et quand tu vois ce qu'a réussi à faire la défense des Bills, des Chiefs, ils ont quand même les armes pour stopper un peu cette attaque. Oui, mais n'oublions pas que sur les Bills, c'est quand même Josh Allen qui portait l'attaque. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé les statistiques du nombre de touchdowns marqués, mais je pense qu'il était dans les meilleurs marqueurs de touchdowns de son équipe. Et c'est ses passes, c'est ses courses qui ont fait qu'ils ont marqué des points. Quand on regarde les Eagles, je ne pense pas que Jalen Hurts soit parmi les meilleurs marqueurs de touchdowns de son équipe. Donc, autant, à mon avis, les deux défenses vont faire un travail. Moi, je dis que le Joker là-dedans, c'est la superstar, c'est le Superman, c'est Saquon Barkley, qui, on le sait, à n'importe quel moment, va vous faire 2 yards par carry, et puis tout d'un coup, il va faire 80 yards. Parce que ces statistiques sont un peu biaisées chaque fois. On a toujours l'impression qu'il fait 8-9 yards, 10 yards par carry, par portée. On dit oh là là. Mais en fait, c'est souvent 2-3 yards. Et puis tout d'un coup, il y a 60, il y a 80 yards qui lui montrent sa moyenne énorme. Et c'est ce qu'on va retrouver, je pense, dans ce match-là, où la différence se fera par le Joker, par le joueur au-dessus des autres. Et je pense que le joueur qui est au-dessus de tout le monde, c'est Barkley. Ouais, je suis d'accord. Justement, c'était ma deuxième question. Tu y as répondu. Du coup, c'est à quel point l'impact de la course et de ce qui va réussir à contrôler l'horloge et le ballon, qui a un avantage. Et là, je leur donne peut-être un peu plus effectivement aux Eagles parce que Barkley, à part s'il se fait éteindre parce que ça arrive aussi, mais je pense qu'ils ont une arme assez forte ici pour pouvoir contrôler peut-être un peu plus le match s'il arrive justement à gagner ce terrain rapidement et un peu se remettre un petit peu dans cette phase comme il y a eu face aux Commanders où tu es obligé de mettre quelqu'un dans la boîte et donc de libérer un peu des espaces derrière. Et là, on a vu que AJ Brown et Devonta Smith ou Dallas Goedert, c'est quand même des cibles sur qui tu peux faire confiance. Donc ça va être un match quand même qui est quand même relativement indécis malgré tout, mais qui peut tourner à l'avantage de l'un et des autres en fonction effectivement de la stratégie et un petit peu cette partie d'échec, parce que là on va vraiment vivre une vraie partie d'échec, je pense. On en vit tout le temps en NFL, mais là on a quand même des as sur ce domaine. Et pour le coup, là au niveau de ce cas stratégique de coaching, je mets un petit plus quand même pour Andy Reid et les Chiefs quand même. Oui, de par son expérience, on est obligé, mais je pense qu'il faut aussi mettre une petite étoile sur Mahomes. C'est un magicien, il en a prouvé plein de fois, il peut tout seul gagner des matchs.
même si c'est vrai que bon, la superstar, je pense, sur le terrain, c'est Barkley, mais l'effet Mahomes est toujours là, quoi. Le gars, il a l'expérience, il sait faire. On l'a vu depuis des années et des années, encore l'année dernière, sur ce drive contre les 49ers en mort soudaine. Et bon, il rattrape 14 yards sur une course, il met le ballon où il faut. Il perd pas le ballon. L'effet Mahomes, il est là. Bon, je pense sur le papier, je pense que les Eagles peuvent gagner. Alors, je n'ai pas vu encore quels étaient à Las Vegas, quels étaient les favoris, qui c'est qui voyait gagner ou pas. Mais bon, cet effet Mahomes, malheureusement, on ne peut pas lui mettre vraiment de valeur, mais il est là, on le sait. Et puis, on pourra aussi bien dire à la fin, oh là là, Barkley était trop fort, qu'on pourra dire, oh là là, Mahomes était trop fort, quoi. C'est vraiment, ça tient à très peu de choses. Et c'est pour ça que ça serait intéressant de voir quelle est la ligne que aura Las Vegas de 48 heures avant le match, quoi. Ouais. Et donc, du coup, si on doit se mouiller, il faut qu'on se mouille quand même. Quel pourrait être ton pronostic? Alors, pas les scores, parce que le score, ça n'a pas de sens, mais qui, pour toi, va gagner ce Super Bowl? Et pourquoi? Moi, je pense que les Eagles vont gagner 24-21 parce Il met le score. parce qu'ils ont Barkley, parce que bon, et qu'il y aura des touchdowns bien sûr, parce que quand ils vont marquer un, les autres équipes en marqueront un, parce que ces deux équipes peuvent marquer quand elles veulent presque. Donc, si elles ont besoin de marquer, elles peuvent marquer. Si elles n'ont pas besoin de marquer, elles ne marqueront pas. Et moi, je vois bien en match qu'ils soient plus ou moins 7-0, 14-0, 14-7, 14-14, 21-14, 21-21. Et puis ce dernier drive, avec Barkley qui porte le ballon et qui les amène aux 35 yards et un field goal. C'est un peu le scénario du match que je vois. Je mets mon coup sur la ligne, ma neck on the line, comme on dit. Mais je pense que c'est ce genre de match qu'on verra, quoi. Et bah, tu sais quoi? J'ai exactement le même prono que toi. 24-21 pour les. Alors, j'aime pas dire le score, donc on va oublier le score, mais je pense que les Eagles ont un petit avantage. Je vais t'expliquer pourquoi. L'année dernière, à Francfort, il y a eu Chiefs, Miami. Et Vic Fangio, quand il avait son équipe défensive quasiment au complet, il a réussi un super match pour neutraliser la connexion Mahomes-Kelsey et neutraliser Mahomes. Tu vois, il a réussi à mettre un plan de jeu qui a réussi à neutraliser l'attaque des Chiefs l'année dernière. Et je pense que là, quand même, il a une meilleure défense individuellement, enfin collectivement, et il a beaucoup plus d'individualité côté Eagles. Et je pense qu'il est capable de rééditer cela et justement de casser un peu cette connexion, alors qui était un peu moins forte cette année, mais elle revient en force en playoff, Kelsey Mahomes, et de bloquer un petit peu Mahomes sur, comme tu dis, tu sais, des fois, il va courir, il va te gagner 14 yards, il te gagne le down et ça va jusqu'au bout après. Et tu vois, c'est ça. Là, je sais pas ce que va faire Barkley parce que dans ce genre de match, les défenses, tu sais, parfois, voilà, ils arrivent quand même même les superstars à se faire bloquer. Mais je vois bien Fangio mettre en place un système qui arrive à neutraliser cette attaque. Et comme tu dis, après, il va se passer beaucoup. Il va avoir très peu de points derrière. Et ouais, un petit 24-21, ça peut être tout à fait faisable. Ou alors un 20-17, mais ça, c'est vraiment rêver personne parce que nous, il va falloir qu'on aille reste jusqu'à 5 heures du mat. Mais, mais en tout cas, ouais, je sais pas pourquoi, tu vois, je vois bien Fangio rééditer ce qu'il a réussi à faire l'année dernière à Francfort quand il était au coordinateur défensif à Miami. C'est sûr. Bon, on verra, parce que la NFL, à ce côté-là, c'est très difficile de pronostiquer. Les choses peuvent aller tellement vite. Une interception, un fumble retourné, une équipe a besoin de marquer, et puis d'un coup, ça marque, et ça part de chaque côté. Mais je pense que si les équipes font ce qu'elles ont fait toute l'année, c'est-à-dire très, très peu d'erreurs, de très peu rendre le ballon à l'adversaire, mais ça va être un match très contrôlé. On va avancer doucement, prendre les 3 points, prendre les touchdowns, mais contrôler les matchs. C'est pour ça que je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de touchdowns, mais on va avoir un match de football américain qui va être remarquable parce que ça va être deux génies de la défense et deux génies du head coach parce que Andy Reid, il est ce qu'il est. N'oublions pas aussi c'est lui qui a viré Spagnuolo, que je raconte, le coach des Eagles quand il a pris Kansas City. Sirianni Sirianni était head coach, était coach de la défense ou de l'attaque des Chiefs et Reid n'a pas voulu le garder. Donc il y aura peut-être aussi un côté revanche de l'élève avec le professeur, qu'on verra bien. Mais je pense que ça va être un magnifique match parce que ça va être un match très contrôlé. Ça va être un magnifique match de football américain. C'est moins spectaculaire que certains, mais pour ceux qui aiment un peu le côté tactique et technique du match, ça va être vraiment un grand match. Et en plus, ce qui va être génial, c'est que sur M6 ou W9, non, ce sera M6, je crois que c'est M6. M6, ouais. Ouais. Et ben on t'aura aux commentaires. Donc si vous êtes connecté sur je sais pas si vous allez être connecté sur les réseaux, on pourra te dire
par message, est-ce que ce que tu disais était bon ou pas. Tu pourras le voir en live, ça sera assez drôle. Et moi, j'ai juste un dernier petit topic. Un dernier petit topic, Richard, parce qu'en fait, il y a entre-temps, entre le moment où on a fait le live, tu sais, j'avais fait venir Francis d'Orléans, qui est le président bien des sûr. Paris Musketeers. Et entre-temps, il y a eu une signature qui est quand même assez folle, qui est celle de Jack Del Rio, qui est devenu le head coach du Paris Musketeers, donc qui était quand même il était encore coordinateur défensif il y a 2 ans aux Commanders, 2 ans ou 3 ans, donc c'est quand même pas quelqu'un qui était très éloigné de la NFL. Et toi, qu'est-ce que tu en penses justement? Alors même si on va quand même remettre les choses dans leur contexte au niveau du niveau de la European League Football, qui est pas non plus au niveau de la CFL ou de la NFL encore, enfin de la CFL encore. Mais toi, ça t'inspire quoi effectivement la venue d'un coach comme ça qui a cette expérience, une expérience assez importante quand même en NFL? Moi, je trouve que ça met le football de ce niveau européen sur la carte. Pour qu'un joueur de ce calibre, pour qu'un coach de ce calibre-là veuille venir dans la NFL, c'est-à-dire qu'il a trouvé qu'il y avait déjà sûrement un niveau assez homogène au niveau de toutes les équipes. Donc, à même niveau, le coaching staff, tout d'un coup, a vraiment un rôle à jouer. C'est pas comme dans une ligue où il y a trop de différence entre le meilleur et le plus mauvais, où Ouais, on a été coupé. Ouais. Donc ouais, tu disais pas le plus mauvais. Donc, je te disais qu'on est sur une ligue qui est quand même très très homogène au niveau du niveau des joueurs. Donc, c'est l'effet coach qui va être important par rapport à ces niveaux homogènes de qualité de joueurs. C'est pas comme dans une ligue où il y avait des très bons joueurs et des très mauvais joueurs avec une différence catastrophique ou dramatique entre deux équipes. Là, vous avez des équipes qui sont plus ou moins homogènes au niveau talent. Donc, c'est l'effet coach qui va être important. Et bon, il a été non seulement un grand joueur, Jack Del Rio, mais où il a été un très bon coach. Je crois qu'il a été head coach, je crois, des Jaguars. Oui, bien sûr, des Raiders, il me semble. Ou des Raiders peut-être, je ne sais pas. Donc, je pense que ça va être capital pour les Mousquetaires et aussi pour la Ligue européenne, qui tout d'un coup, les gens vont regarder parce que les gens aimaient bien Jack Del Rio quand il était joueur, quand il a été coach, et on va voir ses résultats. Et tout d'un coup, s'il fait une très bonne saison et qu'il gagne, est-ce que ça ne va pas le remettre un peu dans le sérail un peu des coachs de la NFL et autres, ou même du NCAA, et tout d'un coup, vous remontez le niveau de l'EFL. Donc, c'est un drôle de coup. J'espère que ça ne va pas trop les déstabiliser financièrement, parce que ça doit coûter cher, un coach comme ça. Mais j'espère qu'il aura l'impact qu'on attend de lui. Ouais, c'est clair. En tout cas, tu sais que même Jeff Duncan, qui est journaliste au New Orleans Saints et il est sélecteur au Hall of Fame représentant les Saints, m'avait écrit en privé pour justement me parler de cette signature en me disant que c'était quand même assez, c'était vraiment très très bon pour que ça soit la France ou le football américain en Europe, parce que justement ça ouvrait des perspectives, pourquoi pas on va peut-être, je dis pas que d'un point de vue comme ça d'un coup tu vas avoir des joueurs qui vont finir en NFL, mais ça peut ouvrir des petits chemins, ça peut faire un petit truc qui permet de créer des opportunités qui auraient peut-être pas eu peut-être aussi facilement ou rapidement avant. Après, ça garantit pas que quelqu'un sera titulaire comme tu l'as été en NFL. On est peut-être encore loin. Mais en tout cas, ça peut créer des opportunités qu'il n'y aurait peut-être pas eu avant, parce que n'oublions pas que le fait que lui arrive en head coach, il va imprégner la tactique, la patte et la rigueur qu'on a en NFL, je pense. Donc ça, c'est que bénéfique pour aussi le niveau des joueurs. Bien sûr, et puis il va être un détecteur de talent. Quand vous avez un gars comme Jack Del Rio qui vous appelle à n'importe quelle université ou n'importe quelle équipe NFL ou CFL pour vous dire hey, j'ai un jeune, là, il est pas mal, il est rapide, il a ça. De suite, vous allez le regarder. Donc, je pense que ça va aussi permettre à pas mal de jeunes d'avoir peut-être l'opportunité de faire un camp de NFL et peut-être même une équipe. Bon, écoute, on attend de voir ça. En tout cas, on va suivre ça très attentivement. Justement, en plus, c'est bien, c'est pendant la période d'intersaison en NFL, donc ça coule, ça tombe très bien. Écoute, Richard, la prochaine fois qu'on va se parler, normalement, tu seras à la Nouvelle-Orléans. On se fera un petit live, un petit quelque chose pour parler un peu de tout ça. Et écoute, merci déjà pour cette saison du Blitz. Je te demanderai plus tard si tu re-signes pour une deuxième saison. En tout cas, nous on te veut. Tout ça.
on s'est franchement pas mal éclaté, c'était plutôt cool et j'espère que tous vous avez bien apprécié. Vous mettez souvent des commentaires positifs pour Richard, continuez, ça fait super plaisir. Et puis bah écoute, on se reparle juste avant le Super Bowl pour un petit peu se dire quelle est l'ambiance, comment ça se passe là-bas. Et puis quand tu reviens, on se fera une petite débrief de l'année si tu veux bien, un petit bilan de tout plein de choses. Et puis après, je te laisse tranquille jusqu'à la saison suivante. Qu'est-ce que t'en penses? Génial. Merci beaucoup. Merci à tous là et puis à la semaine prochaine de Nouvelle-Orléans alors. Ouais, ça marche. Bah écoute, merci à tous. À bientôt. À bientôt.